Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie des petits savoirs de l'histoire de l'imagerie médicale. On espère que la première partie vous aura plu et on continue avec l'histoire de la médecine nucléaire avec la scintigraphie et le TEP scan et enfin la radiothérapie. Pour commencer, nous allons voir la découverte de la scintigraphie et des gamma-caméras. Henri Becquerel, physicien français, découvre les rayons uraniques en 1896 après avoir mis des sels d'uranium phosphorescents dans le noir à proximité d'une plaque photographique vierge. En 1897, Marie Curie décide de continuer les travaux de Becquerel. Elle s'aperçoit que d'autres corps chimiques émettent eux aussi des rayons spontanés comme l'uranium ou le thorium. Elle propose alors le nom de radioactivité et les corps s'appelleront des radioéléments. En 1898, Pierre et Marie Curie isolent le polonium et le radium à partir d'un composé d'uranium. 36 ans après, en 1934, Irène et Frédéric Joliot-Curie créent les premiers éléments radioactifs artificiels. L'homme est désormais capable de maîtriser et de manipuler ce phénomène et ouvre la voie à la médecine nucléaire. En 1937, Emilio Segrè découvre le technétium. C'est le 43e élément de la table de Mendeleïev, élément le plus utilisé actuellement car il n'émet que des rayons gamma. En 1937, le professeur Hamilton utilise des isotopes radioactifs à des fins de diagnostic, c'est-à-dire comme traceurs. En 1938, il utilise l'iode-131 dans l'étude scintigraphique de la thyroïde humaine à l'aide du système de détection rudimentaire de l'époque, les compteurs Geiger-Müller. Grâce à ce détecteur, on effectuait des comptages de radioactivité point par point. Cartographie thyroïdienne. Dans les années 50, il y a le développement des détecteurs à scintillation, notamment le scintigraphe à balayage de Benedict Cassen. En 1957, Hal Henger invente la caméra à scintillation, gamma caméra, principe qui est toujours utilisé actuellement. Un cristal scintillant, d'où le nom de scintigraphie, transforme l'énergie des photons gamma, issus du corps du patient, en lumière. Si vous voulez plus d'informations, on vous invite à regarder notre vidéo sur la scintigraphie. En 1962, la scintigraphie émerge sous l'impulsion de David Kuhl, scientifique américain spécialisé en médecine nucléaire. En 1971, la médecine nucléaire est reconnue comme une spécialité médicale par l'American Medical Association. En 1979, création de la tomographie d'émission monophotonique qui permet d'effectuer des images ainsi que des reconstructions en 3 dimensions d'organes et de leur métabolisme à l'aide d'un ensemble de gamma-caméras tournant autour du patient. Après la découverte de la radioactivité, on pensait que ce phénomène avait des bienfaits miraculeux. De nombreux éléments radioactifs, comme par exemple le radium, étaient utilisés dans des cosmétiques, sodas, boîtes de chocolat et même des préservatifs pour briller dans la nuit. Oh, regarde un verre luisant. Oh ben non, alors ça, c'est Michel. Ah oui Maintenant, l'imagerie la plus récente, la TEP ou tomographie par émission de positons. La technique de la TEP est utilisée pour dépister des cancers, mais son usage reste limité du fait de sa complexité et de son coût. La TEP permet de mesurer en 3 dimensions l'activité métabolique d'un organe grâce à un produit faiblement radioactif injecté par voie veineuse au préalable. Le principe de la TEP voit le jour dès les années 1950. La première machine est construite au laboratoire de recherche en physique au Massachusetts General Hospital et est utilisée dans le cadre de la localisation de tumeurs cérébrales. En 1960, après plusieurs versions de ce premier modèle, un scanner TEP hybride est développé pour obtenir une image bidimensionnelle. En 1978, les premiers modèles se commercialisent. Parallèlement, les radiopharmaceutiques, ou traceurs, sont également développés. On utilisait principalement de l'oxygène 15. On utilise depuis les années 70 du fluor 18, du carbone 11 ou encore de l'azote 13. À partir des années 2000, les premiers scanners multimodalités TEP-TDM couplant au sein du même statif un scanner à rayon X et un scanner TEP, sont construits puis commercialisés. Ces machines sont le standard de référence. Les services utilisent principalement ces machines multimodalités TEP-TDM. Le couplage des images TEP avec celles du scanner permet de superposer l'image fonctionnelle avec sa localisation anatomique précise dans le corps. Historiquement, la TEP était utilisée surtout en recherche en neurologie. Aujourd'hui, la TEP utilise très majoritairement le 18-FDG pour des examens en cancérologie. On l'utilise également pour des pathologies inflammatoires ou infectieuses et pour étudier le métabolisme régional du cerveau. Il y a plusieurs autres traceurs disponibles, comme la fluorocholine,
cancer prostatique et carcinome hépatocellulaire, le fluorure de sodium pour étudier le squelette, la fluorodopa pour la cancérologie ou la neurologie, notamment Parkinson, et récemment des TEP amyloïdes pour mieux diagnostiquer les démences comme Alzheimer. La machine TEP coûte près de 3 millions d'euros. C'est pour cela qu'il n'y en a pas beaucoup en France. C'est donc un examen qui coûte cher, environ 1000 euros, sachant que la dose de FDG coûte près de 500 euros. Par comparaison, un examen scanner coûte environ 50 euros, mais bien sûr, c'est pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle. Pour finir, l'histoire et la découverte de la radiothérapie. La radiothérapie se développe à partir du début du XXe siècle grâce au travail novateur de Marie Curie, suite à la découverte en 1896 de la radioactivité par Becquerel. Dès 1901, ils ont pressenti l'intérêt de la radioactivité pour traiter les tumeurs, après avoir observé que cela provoquait des irritations de la peau. Dans les années 1900, 2 scientifiques allemands ont utilisé le radium à des fins médicales pour les traitements de la peau, mais se sont vite aperçus des effets néfastes engendrés. Inflammation de la peau après une trop forte exposition. Entre les deux guerres, on traite le cancer avec des rayonnements radioactifs, curie-thérapie, ou les rayons X, la Röntgen-thérapie. Avant 1950, la radiothérapie externe est réalisée avec des radiations de faible énergie, de 50 à 250 kV. Elle est donc peu pénétrante, ce qui lui vaut le préjugé d'être les rayons qui brûlent. Elle était réservée au traitement des tumeurs cutanées, du sein, quelques localisations ORL, traitements palliatifs et antalgiques. Les traitements étaient peu précis. Dans les années 50, la télécobaltothérapie est mise en place. Une source de cobalt 60, créée artificiellement, contenue dans la tête de l'appareil, émet des rayons gamma. Ils ont un rendement de 50% à 10 cm sous la peau et permettent donc à la radiothérapie d'être plus efficace et mieux tolérée. Vers la fin des années 1960, des accélérateurs linéaires d'électrons sont utilisés comme source de radiation. Les électrons de haute énergie produits peuvent être utilisés directement. Leur pénétration dans les tissus est limitée au premier centimètre. Ils peuvent être dirigés vers une cible pour produire des rayonnements de photons de haute énergie, 6 MV à 25 MV. La collimation est largement améliorée avec l'arrivée du collimateur multilame en 1965 et les faisceaux sont de plus en plus fins pour améliorer le ciblage des volumes à traiter. Avec l'invention du scanner en 1971 par Huntsville, la planification des traitements de radiothérapie en 3D devient possible. C'est donc une avancée majeure par rapport au traitement en 2D. C'est la naissance de la radiothérapie conformationnelle 3D. Cela permet de réduire considérablement les effets secondaires. Avec le développement de l'informatique dans les années 90, on peut planifier les traitements de manière beaucoup plus précise en fonction de l'anatomie propre à chaque patient et des contraintes de dose à ne pas dépasser sur certains organes à risque. Au début des années 2000, les traitements se modernisent encore avec l'apparition de la radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité, où l'intensité du rayonnement n'est plus constante mais modulée à l'aide du mouvement continu des lames et de la variation du débit de photons. Merci à tous d'avoir suivi ce petit aparté sur l'histoire de l'imagerie médicale et de la radiologie thérapeutique. On trouve que c'est important de montrer d'où tout cela provient afin de comprendre les avancées technologiques qu'il y a eu et qu'il y aura encore. À bientôt pour de nouvelles vidéos!